Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'upgrade, plus précisément de l'upgrade du M14 de chez Syma. Avant tout, sachez que ce que j'explique en première partie fait l'objet d'une seconde vidéo, c'est que détermine-t-on pour upgrader une AEG qui est directement liée au e-book Upgrader votre AEG pour vos besoins. Donc si cette première partie recherche et diagnostic ne vous intéresse pas, je vous invite à vous rendre directement au chapitre des pièces qui ont été sélectionnées pour cette upgrade. Bien, entrons dans le vif du sujet et donc établissons le premier diagnostic qui ensuite va nous aider à établir notre recherche dans cette upgrade. Alors, donc premier diagnostic, très simple, test chronie, test de portée et test de réactivité. C'est parti. Bien, donc pour le test chronie, c'est le test chronie. Au test de tir, on constate que on n'a pas une portée excessive. Et en plus de ça, moi je vais vous rajouter quelque chose, c'est que moi je sens que la bille manque très clairement de poussée. Normalement, on est censé avoir de meilleures performances que ça. Là, c'est tout simplement nul. Pour la réactivité, écoutez, pour moi, c'est pas ce que je vais appeler la meilleure réactivité du monde. Là, très clairement, on peut avoir beaucoup mieux, en tout cas quelque chose de plus confortable. Donc là, on a les premiers éléments qui vont me permettre d'établir ma recherche dans cette upgrade. Donc qui est très simple, hein. Plus de portée, plus de réactivité, mais juste quelque chose de confortable. Je joue exclusivement en semi, donc je vais pouvoir passer la barre des 350 FPS, ce ne sera pas un problème. Et je joue avec cette réplique entre 0 et 4 parties annuelles. Donc j'ai pas non plus une utilisation très forte de cette réplique, donc il y a certaines pièces qui n'ont pas forcément besoin d'être changées. Enfin, c'est important en tout cas de savoir votre fréquence de jeu avec votre réplique. Et on survolera un petit peu la précision de la bille en fin de vidéo. On va pouvoir donc là passer au deuxième diagnostic qui va lui déterminer le choix de mes pièces dans la gearbox. Donc là, c'est là que le e-book est très intéressant puisque lui passe en revue chaque pièce d'une gearbox et ensuite on découvre toutes les pièces d'upgrade qui existent et surtout pour quelle configuration puisque là on parle bien d'une configuration type. Donc ici dans cette réplique, nous sommes sur une gearbox V7 pure et dure avec un moteur axe court, donc ça c'est important de le savoir. À l'intérieur, donc, on est sur une gearbox V7, je le disais, avec des engrenages V7. Ah, donc là, c'est la petite particularité des gearbox V7, c'est que on a le Spur Gear, qui est donc propriétaire au gearbox V7, enfin propriétaire, entre guillemets, puisque le Spur Gear d'une gearbox V7 est plus petit qu'un Spur Gear lambda. Ça veut dire que on va du coup pas pouvoir changer les engrenages par des engrenages par exemple montés sur roulement. Chose que j'aurais bien aimé faire pour améliorer la réactivité. Et malheureusement, ces engrenages sont montés sur des bushings, des tout petits bushings, ce sont des bushings de 6 mm. Donc on va pas non plus pouvoir les changer par des bearings, donc là ce sont des roulements. Parce que les bearings, il faut mieux les changer, enfin il faut mieux que ça soit des tailles de 8 ou 7 mm. En dessous, ça devient un petit peu dangereux, vous risquez de tout casser en fait, enfin casser les bearings. Donc ici, j'ai donc décidé de les garder les engrenages d'origine et les bushings d'origine. Pour la partie pneumatique, on est sur du Syma de base, hein, donc partie pneumatique, tête de piston, tête de cylindre, nozzle. On est donc sur du Syma de base, et donc sans surprise, ça n'est absolument pas étanche, malheureusement.
Donc, pour ceux que ça intéresse, la partie pneumatique, hein, l'étanchéité d'une gearbox, Cyma ou d'une gearbox traditionnelle, c'est le sujet de cette vidéo. Bien, donc ici, il va falloir donc, revoir cette partie-là. Alors, on va se faire un petit test d'étanchéité du M14. Donc, on rigole un petit peu, hein. Tant qu'à faire, c'est moi qui ai les mains dans la graisse, là, donc tant qu'à faire. Donc, premier test. Voilà, hein, c'est nul. C'est nul. Sait-on jamais, peut-être une surprise avec le nozzle d'origine. Voilà, hein. C'est encore plus nul. Enfin, non, c'est aussi nul. Regardez-moi ça. Voilà. À savoir que ici nous sommes sur une gearbox V7, donc il va falloir faire attention à une tête de cylindre modèle V7 et un nozzle modèle V7. Mieux que ça encore, un nozzle modèle M14. Attention au niveau du cylindre. J'ai constaté que le cylindre était légèrement plus long qu'un cylindre d'AEG standard, ce qui fait que vous ne pourrez pas le changer avec un autre cylindre d'AEG standard, tout simplement. Bon, ici il s'agit d'un cylindre plein, donc parfait pour la longueur de canon qu'on a, hein, donc on est sur un canon très long ici. Et honnêtement, changer un cylindre n'a pas grande importance. Donc voilà, garder le cylindre d'origine, en tout cas, moi c'est ce que j'ai fait. Pour le piston, on est ici sur un piston en plastique blanc, avec juste une dent en métal. Donc voilà, rien d'extraordinaire là-dessus. Et nous sommes sur la même chose au niveau du guide ressort, c'est-à-dire full plastique. Et à ma surprise, c'est un guide ressort modèle V3. Enfin, à ma surprise, pas vraiment, puisque je sais que chez Cyma, pour tout ce qui est gearbox fermé chez eux, ils utilisent des guides ressorts modèle V3. Donc comme ça, maintenant, vous le savez, vous aussi. Bien, donc là, maintenant, on a donc tous les éléments. Ah si, j'ai oublié le ressort. On est sur un ressort non linéaire. Donc là, voilà, maintenant, on a tous les éléments qui vont nous permettre de faire notre choix de pièces par rapport à notre recherche. Hein, voilà, toujours par rapport à notre recherche. Donc, ici on a quelques contraintes au niveau des engrenages notamment, donc on ne va pas pouvoir toucher à cette partie-là. Donc moi j'ai décidé de changer le moteur par un moteur de type high torque, moteur axe court. Donc c'est un moteur high torque qui vient de chez Point, donc c'est un moteur en très entrée de gamme, hein, vraiment, mais qui va permettre d'avoir une meilleure réactivité par rapport au moteur d'origine. Voilà. Ensuite, au niveau du piston, j'ai décidé de prendre un piston full dent métal, donc celui-ci vient de chez Cyma. Donc il est vendu, donc c'est en pièces détachées et il fait partie des pistons qui sont mis dans les répliques Cyma Platinum, Cyma Blue Edition, enfin bref le haut de gamme de chez Cyma. Et donc ce piston est vendu avec une tête de piston type Mushroom en aluminium montée sur roulement. Donc ça c'est plutôt bien. Et ça tombe bien parce que la tête de cylindre que j'ai sélectionnée, donc qui nous vient de chez Big Dragon, est une tête de cylindre Mushroom également, puisque les deux, il faut qu'ils soient compatibles. Il faut que ce soit Mushroom. Bon, malheureusement, j'ai eu une mauvaise surprise avec cette tête de cylindre, donc je ne peux que vous conseiller d'ores et déjà de prendre une tête de cylindre de chez SHS. Pour le nozzle, il va falloir donc ici un nozzle de type M14 ou type V7. Donc ici, moi j'ai pris le modèle de chez SHS, donc avec un joint torique. Mais là encore, j'ai eu quelques petites surprises au montage, on va en reparler d'ailleurs tout à l'heure. Pour le guide ressort, eh bien pour le guide ressort, je suis parti donc sur un guide ressort modèle V3 qui nous vient de chez Gardeur. Il est entièrement en métal et il est monté sur roulement. Et ce sera tout. Et oui, j'ai gardé le ressort d'origine. Pour la simple et bonne raison, c'est que on va retoucher à la partie pneumatique, qui n'était donc pas étanche, on l'a vu. Et n'étant pas étanche, nous développions 340-345 fps, à peu près. Si on étanchéifie le tout, vous pouvez être sûr qu'on va avoir une augmentation des fps. Combien? Je ne sais pas. Ça va dépendre des marques des pièces que vous avez achetées, notamment pour la partie pneumatique et surtout pour la tête de piston. Donc ici, on va avoir une augmentation de FPS. Combien? Je ne sais pas. Donc on va rester sur le ressort d'origine qui était à 340 FPS et qui va certainement développer beaucoup plus. Combien? Nous le verrons. Et en plus de ça, on va avoir le guide ressort qui est monté sur roulement, qui va compresser donc un petit peu plus le ressort que ce qu'il était d'origine. Et donc si on compresse un ressort un petit peu plus, ça va lui faire gagner des FPS. Pas beaucoup, hein, que quelques FPS.
mais c'est un élément à prendre en compte. Et donc voilà, ce sera tout. Ici, on va constater une erreur fondamentale qui a été commise malheureusement, c'est que toutes les pièces d'upgrade qui ont été sélectionnées viennent d'une marque complètement différente à chaque fois. Et donc là, c'est quelque chose qu'il faut éviter un maximum, car des surprises au montage ou des incompatibilités entre chaque marque peuvent survenir. Ici, c'est presque le cas, donc vaut mieux, surtout pour la partie pneumatique, rester sur des éléments qui viennent d'une même marque. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la partie montage qui, malheureusement, ne s'est pas passée comme prévu, notamment pour deux pièces, la tête de cylindre et le nozzle. Alors, on va démarrer avec la tête de cylindre. Quand j'ai reçu ma commande, donc j'ai eu une surprise, c'est que la tête de cylindre ne ressemblait absolument pas à celle qui était prise en photo sur le site. En effet, la tête de cylindre devait être un modèle pour accueillir du mushroom, donc qui ressemblait à ceci. Seulement, à l'arrivée, on est sur une tête de cylindre qui ressemble à ça. Voilà, donc complètement différent. Hein, donc déjà, ça commence bien. Et donc évidemment complètement incompatible avec une tête de piston mushroom. Et alors, le deuxième problème de cette tête de cylindre, c'est que le pad qui est censé amortir les chocs n'est pas du tout adapté. En fait, il n'est pas assez gros. Normalement, un pad est censé ressortir de cette manière de la tête de cylindre pour amortir les chocs. Et ici, le pad ne ressort absolument pas de la tête de cylindre, donc n'amortit absolument rien du tout. Ce qui fait que si vous la mettez en fonction avec une tête de piston super shooter par exemple, qui serait donc compatible, et ben votre tête de piston va venir taper contre la tête de cylindre, seulement la tête de cylindre n'amortira rien du tout, et donc les chocs iront se propager directement dans les coques de la gearbox qui sont bien évidemment plus fragiles qu'une gearbox V2, donc vous courez droit à la catastrophe et à une casse certaine. Donc cette tête de cylindre est absolument nulle, il n'y a pas d'autre mot. Donc vous la prenez, vous l'achetez, ou alors vous la bricolez. C'est ce que j'ai fait un bricolage, donc je suis allé dans mon magasin de bricolage, hein, évidemment, et j'ai acheté donc un joint qui ressemble à des donuts, donc dans le rayon des joints pour la tuyauterie, et donc j'ai bricolé un truc pour faire une tête de cylindre pour accueillir une tête de piston mushroom évidemment, et donc j'ai fait un bricolage avec de la colle forte. Évidemment c'est provisoire, je vais changer tout ça par une tête de cylindre qui vient de chez SHS, là j'aurai aucun souci. Donc voilà pour cette tête de cylindre que je vous déconseille vivement, hein, donc tête de cylindre de chez Big Dragon, je le rappelle. Évidemment, un problème en entraîne un deuxième. On va passer maintenant au nozzle. Le nozzle, il est magnifique. Il est en alu CNC d'une couleur peu courante. On est sur du vert. Seulement, il va falloir le rebricoler au Dremel. Un Dremel ami de l'airsofter et surtout de l'upgrader. Donc, ce nozzle dispose d'angles droits sur sa partie haute. Ces angles droits vont malheureusement venir frotter contre les parois de la coque de la gearbox, ce qui ralentit son mouvement. Donc il va falloir découper tout ça, tout simplement. Malheureusement, la tappet plate, elle aussi, vient frotter contre les parois de la coque de la gearbox. Donc il va falloir raboter les parties hautes de la tappet plate, il va falloir raboter le rail qui vient accueillir le nozzle, pour que le nozzle puisse rentrer correctement dans la tappet plate. Sinon, elle se retrouve trop haut et du coup légèrement en biais dans la sortie d'air de la tête de cylindre, et qui ralentit une fois de plus le mouvement. Et après, ça rentre pas forcément bien dans le bloc hop-hop, enfin bref, c'est une catastrophe. Donc il va falloir aussi raboter donc, le rail qui vient accueillir le nozzle, et il va falloir raboter, et là y aller franchement, la partie basse de la tappet plate, car elle aussi, elle vient frotter contre les parois de la gearbox. Si vous ne rabotez absolument pas tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, votre tappet plate et votre nozzle vont fonctionner un ou deux tirs, et réarmement du coup de la bille, et au bout d'un moment, ils vont se retrouver bloqués en position arrière. Mais bloqués, hein.
Et dites-vous que ce petit problème, moi j'ai passé plus de 8 heures à essayer de savoir d'où venait exactement le problème, parce que je ne savais pas d'où est-ce qu'il venait, et quand je faisais le test à la main, le nozzle et la tappet plate revenaient à leur position initiale. Seulement, en fait, elles ne revenaient pas suffisamment rapidement, ce qui créait des misfeeds, et au bout d'un moment, en fait, elles se bloquaient. Donc, il faut raboter tout ceci. Ah, chouette l'upgrade, chouette. Seulement, quand ça se passe pas comme prévu, faut bien réfléchir. Donc, là, on a passé en revue les petits problèmes que j'ai rencontrés avec cette gearbox. Pour le reste, ça s'est très bien passé, et je tiens à préciser que la tête de piston qui vient donc de chez Syma, je le rappelle, eh bien, à ma surprise, elle est étanche. Donc ça voudrait dire que Syma commence à produire, ça y est, il va produire des têtes de piston avec des joints de têtes de piston étanches. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, une très bonne surprise pour ma part. Je m'attendais absolument pas à ce qu'elle soit étanche, et du coup, j'avais prévu de changer le joint. Mais ça n'a pas été le cas, donc ça c'est très très bien. Donc pour le reste, ça s'est très bien passé comme je vous le disais, et pour le guide ressort, donc qui est un modèle V3 de chez Gardeur, il est passé nickel. Après, à savoir que en fonction des guides ressorts que vous prenez, il y a des fois des petits bricolages à faire, notamment sur les guides ressorts de chez SHS. Je sais qu'ils sont un petit peu forts souvent, et donc il faut les raboter. Mais ici, donc on est sur un Gardeur, et ça, j'ai pas eu de souci avec ça. Donc là, c'est tout. Il y a juste à remonter la gearbox. Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé du démontage, démontage que beaucoup appréhendent, moi le premier. Et en fait, ça s'est très bien passé, c'est très très simple, finalement. Le M14, il y a juste effectivement plus de pièces externes à démonter, donc plus de vis. Donc ça nécessite d'être organisé, d'avoir des boîtes pour ranger les parties externes, et des boîtes pour les parties gearbox. Parce qu'effectivement, on se retrouve avec un petit peu plus de pièces détachées que d'habitude, qu'avec d'autres répliques. Donc il faut être organisé. C'est vrai que les vidéos démontage qu'on retrouve sur le net sont pas évidentes, sont même des fois un peu confuses, parce que au final, ce M14, je vous le dis, il est vraiment très simple, à tel point que vous pouvez juste démonter soit la partie avant pour accéder au canon et au bloc hop-up, soit la partie arrière pour accéder uniquement à la gearbox. Donc, en fait, moi, le peu de vidéos que j'ai regardé, ça m'a plus embrouillé que ça, et en fait, c'est très très simple. Pour la gearbox, qui dispose également de plein de pièces externes, à rajouter à l'extérieur, on retrouve le switch et puis tout le système pour le faire fonctionner. Là encore, c'est assez simple. Si vous êtes organisé, c'est pareil, ça se démonte et ça se remonte très facilement. Moi, je me suis aidé de l'article de Wawa Airsoft qu'il y a sur son blog. Je vous le mets en description. Merci à lui, parce que c'est juste parfait, ces photos, les photos qu'il a fait du démontage de la Gearbox V7, c'est juste nickel. Donc merci à lui. Moi, je m'en suis aidé pour le démontage et le remontage une fois. Après, c'est rentré très facilement. Donc voilà, c'est vraiment très très simple. Donc si une vidéo démontage vous intéresse, une vidéo démontage un peu plus claire que celle qu'on peut trouver ailleurs, écoutez, dites-le moi en commentaire et puis j'essaierai de vous faire ça. Donc voilà pour la partie démontage, remontage. On va pouvoir passer maintenant au premier test chronie, les premiers tests chronie qui donnent ceci. Ah, là, ça devient très intéressant. Puisque, souvenez-vous, on était à 340-345 FPS, et maintenant on est à 385-390 FPS avec le même ressort. Vous avez vu l'augmentation, elle est énorme. Je vous avais dit qu'on gagnerait des FPS. Au niveau réactivité, voici ce que ça donne. Bien, on constate que c'est, en tout cas moi je constate surtout que c'est beaucoup plus confortable. Mais on peut faire mieux. Donc là on va passer aux modifications que j'ai fait à l'extérieur de cette gearbox, puisque le switch se trouve à l'extérieur de cette gearbox. C'est tout simplement un recablage.
un recablage du switch par des câbles low résistance. Alors, le recablage, c'est quelque chose que peu de gens font, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faut faire des soudures au fer à souder. Et très honnêtement, c'est extrêmement complexe quand on ne sait pas du tout manier le fer à souder. Moi, c'est mon cas. On passe d'une toute petite soudure super bien faite, toute microscopique, à une énorme soudure, enfin un énorme pâté d'1 cm², absolument moche, mais ça fonctionne. L'avantage de recabler avec des câbles de notre choix, hein, donc moi je vous conseille les low résistance, c'est que nous sommes 1 mètre de la longueur des câbles et mètre des connectiques. Donc moi ici je suis resté sur une connectique mini Tamiya, c'est mon choix, hein, j'ai mes raisons. Et par contre pour la longueur, écoutez, j'ai viré 15 cm de câble par rapport à ce qu'il y avait d'origine, puisque d'origine on avait 15 cm de trop, même peut-être 18 cm de trop, et on avait en plus un énorme fusible. Les fusibles, pour moi, servent à rien. Hein. Donc le fusible, je l'ai viré. Donc on gagne de la place dans la crosse. Et il y avait une prise mini Tamiya. Chez Syma, ils aiment bien. Hein. On a une prise mini Tamiya à peu près à ce niveau-là, en fait, pour faire le branchement avec l'arrière. Et donc pareil, je l'ai viré. Parce qu'il faut savoir que quand on a un fusible et une prise, ou plein de choses avant que l'énergie arrive au switch, eh bien ça ralentit en fait l'énergie entre la batterie et le moteur. Du coup, il y a un temps de latence très court, mais qui se ressent quand on recable après en low résistance, où là, du coup, on sent qu'il y a beaucoup plus de réactivité. Donc, croyez-moi, ça se ressent. Donc, voici une petite vidéo après le recablage. Bien, donc moi je peux vous assurer qu'il y a une différence, très clairement, c'est beaucoup mieux, c'est vraiment beaucoup plus réactif, quand on appuie sur la gâchette, hop, ça part direct. Donc là c'est vraiment très très chouette. Bien, nous allons donc pouvoir passer à la partie bloc hop-up et canon, qui sont également, chapitres qu'on retrouve également dans le e-book, hein, surtout pour les joueurs hop-up, c'est très, très intéressant. Donc, ici il faut savoir que au début de vidéo, quand on a fait les premiers tests, on était sur quelque chose de déjà upgradé. On avait déjà un canon 602 qui nous venait donc de chez Garder, donc c'est un canon de précision qui permet d'avoir une bille très très droite, et on avait déjà un joint hop-up Garder type bourrelet 50 degrés. Donc avec tout cet ensemble, on arrive à atteindre, avec la gearbox évidemment upgradée et une bille de 0,25 g, on arrive à du coup ce résultat final là. Bien, alors c'est très très intéressant puisque maintenant on a une bille très légère, 0,25 g, et on a une portée, comme vous l'avez vu, de 50 mètres. 50 mètres c'est très très bien hein, quand on sait qu'il y a beaucoup de répliques qui ne tirent pas à 50 mètres, ou qui pensent pouvoir tirer à 50 mètres, mais en réalité c'est des fois 40-45 mètres. Bien, ici là on est vraiment sur 50 mètres, à savoir, donc, comme je vous disais, qu'on était sur un canon 602. Le 602 ici, avec cette longueur de canon là il est vraiment très très long, on perd inévitablement en portée. Si j'avais eu un canon 604, 605, même 608, j'aurais eu une bille qui part beaucoup plus loin. Donc vraiment beaucoup plus loin, j'aurais eu 55, peut-être 60 mètres de portée. Ici, moi, je voulais rester sur une bille précise, sur 50 mètres de portée.
Au niveau du jouet en pop, je passerai certainement sur un Maple Leaf 50 degrés à l'avenir pour grappiller peut-être quelques mètres supplémentaires, mais c'est pas sûr. Et j'aurais pu très bien mettre un S-Hop dans cette réplique qui m'aurait permis d'avoir 55-60 mètres avec ce canon. Mais je n'ai pas voulu installer de S-Hop parce que je voulais rester sur une bille légère, donc ça vous le savez. Et j'ai déjà une réplique typée Vietnam, c'est mon M16, qui tire déjà à 65 mètres avec une bille assez lourde, donc j'ai pas besoin d'une deuxième réplique typée Vietnam qui tire à cette distance. Enfin, moi, c'était pas le but. Donc je suis resté donc sur 50 mètres de portée, précis, avec une bille légère, et c'est juste parfait, j'ai plus de réactivité. Bref, c'est une upgrade réussie pour moi. Donc c'était une des 1001 façons d'upgrader une Gearbox V7 et un M14 Sima. Évidemment, il y a autant de manières différentes d'upgrader cette réplique qu'il y a de joueurs, puisque chaque joueur aura une recherche d'upgrade complètement différentes. Il y en a qui vont chercher beaucoup de portée, d'autres beaucoup de cadence, d'autres beaucoup de réactivité, bref, chacun son délire tout simplement. Donc voilà, moi je vous ai proposé une des façons d'upgrader, c'était donc ma manière. J'ai eu quelques mauvaises surprises, c'est pour ça que j'ai jugé bon de vous en parler également. J'espère que cette vidéo vous aura été très utile. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Est-ce qu'elle vous a été utile? Est-ce que vous aussi vous avez upgradé votre M14 ou pas du tout? Quelle performance avez-vous d'origine upgradée? Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, les commentaires sont donc là pour ça. Retrouvez en description donc tous les liens utiles, notamment donc le lien vers la page Facebook de cette chaîne, pour me suivre donc sur Facebook. Vous retrouverez également le lien vers le e-book Upgrader votre AEG pour vos besoins, qui, je le rappelle, sert à financer pleinement le projet du Tour de France de l'Airsoft, série documentaire qui avance au niveau de l'écriture. On en reparlera quand celle-ci sera très bientôt terminée. Vous pouvez également faire un don sur la page Tipeee, le lien est dans la description. Abonnez-vous pour découvrir la prochaine vidéo qui sort donc dans 15 jours. Ce sera certainement encore une upgrade, c'est pas sûr, donc ce sera la surprise. Vous pouvez également liker, et donc moi je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.